Salut, c'est Julien d'Atineos. Aujourd'hui, on va voir comment l'intégration continue et les tests vont nous aider dans notre développement. Tu pensais voir le clip Teste-moi de Priscilla? Tu te trompes! Dans ce tuto trompe, nous allons voir comment avoir un processus de développement robuste qui nous permettra de vérifier le code avant le déploiement. Ensuite, on verra un cas d'utilisation simple de Codeception avec quelques tests. Très bien. Vas-y Coco, en avant pour la grande aventure. Criquez les bagages, on s'arrache la vache. L'intégration continue, pour résumer, est une succession d'étapes qui permet de vérifier le bon fonctionnement de votre code. Ici, on vise l'amélioration de votre code et donc du produit final. Cela va nous permettre de détecter les anomalies le plus tôt possible afin de les corriger avant de les déployer sur un serveur de recettes ou de production. Le premier prérequis pour mettre ce processus en place, c'est que ton code doit être versionné. D'ailleurs, ça devrait être un prérequis pour n'importe quel projet sur lequel tu travailles, notamment en équipe. Dans les grandes lignes, l'idée, c'est que dès qu'un bout de code est publié, on va vérifier qu'il n'y a aucune régression et aucune anomalie. Cette étape d'intégration continue s'insère entre l'étape de développement et l'étape de déploiement. C'est elle qui va conditionner tout ça. Si cette étape fonctionne, super, on pourra fusionner le code dans la branche souhaitée. Sinon, on corrige, on recommit, on itère jusqu'à ce que tous les voyants soient au vert. C'est un joli concept, mais comment mettons ça en place? Ici, il y a une idée principale, ce sont les tests et les tests. On va parler dans un premier temps de tests unitaires, puis ensuite de tests d'acceptance. Pour ceux du fond, je rappelle ce que sont les tests unitaires. Ce sont des tests à vision microscopique, on se focalise sur une fonction, on va varier les paramètres d'entrée et on regarde ce qu'on reçoit en sortie. Si j'ai une fonction qui calcule le résultat entre deux distances, je vais alors essayer de calculer plusieurs distances, vérifier qu'elles sont correctes, et voilà. Attention également à vérifier les paramètres incorrects. On veut savoir si notre fonction calcule correctement des choses, mais on veut également savoir si elle lève les erreurs en cas de mauvais paramètres. Les tests d'acceptance, eux, concernent ton application en entier. On va assembler tous les modules et on vérifie que ça marche. Et là où on se concentrait sur de l'analyse de code avant, là, on est en fonctionnement bête et méchant. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je veux juste que ça marche. Attention, si tu ne le savais pas, les tests, ça prend beaucoup de temps. On peut parfois passer plus de temps à écrire le test associé à une fonctionnalité que la fonctionnalité en elle-même. Tu vas me dire, oui, mais j'ai pas le temps, etc., j'ai un client, mais il faut voir ça comme un investissement. L'avantage, c'est qu'ensuite, tu pourras te concentrer sur les nouvelles fonctionnalités et être serein quant aux fonctionnalités que tu as déjà livrées. Il existe énormément d'outils d'intégration continue. Certains vont être disponibles directement dans votre dépôt de code, d'autres devront être installés sur un serveur, et certains seront même dans le cloud. L'idée, c'est que dès qu'un bout de code sera publié, on l'analysera, on vérifiera que ça fonctionne, et voilà. La différence peut également se faire sentir au niveau du prix. Il y aura certains outils complètement gratuits, d'autres gratuits mais limités, et d'autres payants. Ce qui risque d'orienter ton choix, c'est surtout la solution que tu utilises pour versionner ton code. Il n'y a pas de solution miracle, mais parmi les outils les plus connus, on peut citer Jenkins qui va s'installer sur ton serveur, GitLab CI qui sera disponible dans ton repo GitLab, ou alors Trevi CI qui est une solution directement en ligne et qui s'interface très bien avec les projets GitHub. Nous allons voir plus en détail le fonctionnement et la configuration de GitLab CI. Alors là, pas de chichi, pas de blabla, aussi simple que Trevi CI, tout se base sur un fichier YAML. Ici, tu pourras tout configurer à partir de ce fichier. On va te présenter un exemple, mais n'hésite pas à éplucher la documentation si tu as des besoins plus spécifiques. L'idée principale de GitLab CI, c'est que tu vas configurer une pipeline, c'est-à-dire une succession d'étapes qui va valider ton code, effectuer les tests, voire même pousser jusqu'au déploiement. Chaque étape sera constituée de tâches ou de jobs qui seront lancées les unes à la suite des autres. Et chaque tâche lancera un conteneur Docker comme une sorte d'image virtuelle qui lancera un script que tu configureras. Si le script marche, super, on passe à l'étape d'après, sinon on arrête tout. Regardons en détail notre pipeline d'exemple. Ici, nous avons 4 étapes. Code QA, qui s'occupera de vérifier la qualité de notre code avec la vérification des dépréciations et le coding style. Test, qui lancera les tests unitaires et d'acceptance. Build, qui s'occupera de créer le package de l'application pour un futur déploiement. Et enfin, Deploy, qui contiendra toutes les tâches nécessaires au déploiement de notre application grâce à Ansible. Nous ne couvrirons pas du tout cette partie, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Voici le fichier GitLab CI.yaml de la pipeline présentée. Sans trop rentrer dans les détails, on configure d'abord l'image Docker à partir de laquelle on va lancer nos scripts. Puis, on définit une commande qui se lance avant chaque tâche, ici en composer install pour installer les dépendances de notre application. Ensuite, on définit nos étapes, stages. Pour finir, on va lister nos tâches, si possible de manière assez simple pour qu'on puisse s'y retrouver sur l'affichage de la pipeline.
Ensuite, on lie une tâche à une étape et on définit le script de celle-ci. On peut insérer autant de commandes que l'on souhaite dans celui-ci. Regardons maintenant en détail le fonctionnement et la configuration de Codeception. Le framework de test Codeception permet de faire toutes sortes de tests, acceptance, unitaire, API, etc. Le langage utilisé est le PHP, mais avec seulement quelques notions de base, n'importe quelle personne peut écrire un test, même un non-développeur. L'idée, c'est d'avoir un code très verbeux qui va décrire chaque action que tu vas effectuer pour tester. Il y a deux moteurs principaux pour les tests, et chacun a ses avantages et inconvénients. Le premier, PHP Browser, est la solution la plus simple car elle nécessite très peu de configuration. Toutes tes requêtes seront en fait une requête HTTP un peu à la manière de curl. Tu vas donc obtenir la source de la page et vérifier que toutes les informations dont tu as besoin sont présentes à l'intérieur. Par contre, le point négatif, c'est que tu ne pourras pas du tout tester les interactions utilisateurs. Cette solution est très pratique et très facile à mettre en place pour tester les API par exemple. Le second, WebDriver, va piloter un vrai navigateur, Chrome ou Firefox par exemple. On va donc naviguer sur ton application, sur ton site, comme le ferait un vrai utilisateur. L'avantage est que tu vas pouvoir cliquer sur des boutons, exécuter du code JavaScript, remplir des formulaires, vérifier les messages d'erreur en cas d'erreur, etc. Cette solution implique également de devoir installer et lancer Selenium Server pour piloter le navigateur. De plus, les tests seront beaucoup plus longs à exécuter qu'avec la solution PHP Browser. Pour installer Codeception, c'est très simple, lance la commande composer suivante. Composer require codeception/conception --dev. Puis, lance l'initialisation de la configuration Codeception grâce à la commande php vendor bin concept bootstrap. Crée ensuite ton premier fichier de test grâce à la commande qui s'affiche à l'écran. L'idée ici pour notre premier test, ça va être de vérifier que des informations soient bien présentes sur la page d'accueil de YouTube grâce au module PHP Browser. On va configurer déjà d'abord Codeception en ouvrant le fichier test/acceptance.yaml. Ça va définir la configuration de tous nos tests d'acceptance. Dans ce fichier de configuration, on active ici le module PHP Browser, on spécifie l'adresse du site à tester et on active le helper d'acceptance qui va contenir toutes les fonctions pour vérifier que du texte soit bien présent, etc. Ouvre le premier fichier créé accueil YouTube et configurons ensemble le premier test. Ici, on va donc vérifier que sur la page d'accueil, on voit bien le texte accueil, le texte se connecter et que le titre de la page contient bien YouTube. Pour le lancer, utilise la commande php vendor bin concept run. Et si tu veux voir les étapes, rajoute en argument --steps. Dans le log de la console, on voit bien toutes nos étapes et que le résultat du test est concluant. Maintenant, configurons Codeception pour utiliser le module WebDriver. Tu trouveras plus d'informations à propos de l'installation de Selenium Server dans l'article associé à cette vidéo. On va partir du principe qu'il est installé, configuré, lancé. Nous allons donc modifier notre fichier de configuration de test d'acceptance comme ceci. Ici, on remplace PHP Browser par WebDriver et on va spécifier quel navigateur on veut utiliser, Chrome en l'occurrence. Une fois la configuration modifiée, sauvegarde le fichier et relance le test. Tu vas pouvoir voir toutes les étapes de ton test normalement dans le navigateur. Codeception va également te générer des rapports d'erreur lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Ils seront disponibles dans plusieurs formats et te montreront ce qui était attendu et ce qui s'est passé réellement. Il y a même des captures d'écran disponibles lorsque tu utiliseras le module WebDriver. Là, on parle de tests très simples de vérification de texte sur une page. Pardon, Gaestolog, on comprend rien à ce que vous dites. Mais il y a des modules beaucoup plus complexes qui existent sur Codeception. Parmi ceux-ci, on peut citer le module File System, qui va te permettre de vérifier la présence de fichiers, de dossiers, voir le contenu de fichiers sur ton disque local. Le module FTP, qui permet de faire les mêmes vérifications, mais sur un serveur distant. Et le module DB, qui va te permettre d'interroger directement une base de données pour vérifier, par exemple, que l'action que tu as effectuée côté front s'est bien enregistrée en base de données. On peut également faire des tests d'API avec Codeception. On pourra vérifier plusieurs choses telles que les codes HTTP des réponses, la structure des JSON ou des XML renvoyés, vérifier la valeur de ceux-ci, ainsi que les types des objets renvoyés. Pour générer un test d'API, il faudra utiliser la commande Codeception qui s'affiche à l'écran. Tu auras également accès à des méthodes qui te permettront de t'identifier auprès de l'API lorsque tu auras récupéré des jetons d'authentification. Tu auras d'autres méthodes pour envoyer des requêtes GET, des requêtes POST, etc.
Maintenant que tu as les bases pour écrire les tests, je t'invite à consulter l'article de notre blog sur notre vidéo afin d'avoir plus d'informations quant à la configuration de certains modules qui n'auraient pas été très digestes en vidéo. Et je ne peux que te conseiller de regarder la documentation de Codeception qui est remplie d'exemples plus avancés, par exemple comment remplir un formulaire, comment cliquer sur certains éléments, etc. Voilà, j'espère que le sujet te paraît moins complexe qu'au début de la vidéo, il est temps pour moi de te laisser. N'hésite pas à nous faire des remarques ou des demandes de précision en commentaire. Passez de très bonnes fêtes à tous et à bientôt. Tu sais ce que j'aimerais pour Noël? Bon, avant tout, un nouveau vélo, mais aussi ce serait top que tu t'abonnes. Comme ça, tu pourrais suivre toutes nos prochaines vidéos. C'est cool, non? Bon, c'est bon les gars, hein, coupez, ça part en prod.